à tous et bienvenue sur la chaîne de Funnyman. Les amis, là je me pavane, je m'en excuse, je suis bien. C'est un canapé qui vaut que dalle, mais le rapport qualité-prix il est plutôt sympa. J'aime bien ce coin de la pièce. En fait, il y a un autre coin que je préfère. Vous verrez ça plus tard, je vais pas vous spoiler. Mais ce coin il est extrêmement convivial. Bref, cette vidéo, les amis, a fait suite à plusieurs commentaires que j'ai pu recevoir. Des commentaires en off, c'est-à-dire en IRL, mais aussi des commentaires en vidéo, en live, à travers les vidéos, sous les vidéos plus précisément, et par Messenger. Beaucoup m'ont dit, mais Fouini, c'est bien, c'est bien, regarde, wow, franchement, visuellement parlant, ça claque. Mais qu'est-ce que tu vas faire quand ça va plus marcher? Voilà, c'est le commentaire qui revient presque le plus fréquemment. Avec un autre commentaire du type Ouah, t'as mis combien de pognon dedans, ou Ouah, ça va quelle valeur, ce genre de choses. Mais il y a quand même le commentaire qu'est-ce que tu vas faire quand ça ne va plus fonctionner? Il faut savoir que les jeux vidéo, ils ont une durée de vie limitée. Ça c'est clair, on le sait tous. On parle d'obsolescence programmée pour certains produits électroniques, téléviseurs, etc. Pour les jeux vidéo, c'est pas directement programmé, mais l'obsolescence est clairement présente, que ce soit sur le format cartouche, cassette ou le format CD. Évidemment, il y a un format qui est un peu plus sujet que l'autre, mais une chose est certaine, c'est que ça a déjà commencé, les gars. Ça a déjà commencé, il y a déjà quelques jeux qui nous ont lâchés. Alors moi, pour ma part, j'ai pas tout retesté. Je sais pas si c'est votre cas, mais combien j'ai de jeux vidéo? C'est vrai que grâce à ma chaîne YouTube, j'ai pu retester quand même une bonne catégorie de jeux, notamment Super Nintendo, Mega Drive, N64, Game Boy Advance. Globalement, ces jeux-là, je les ai quand même, je ne vais pas dire tout retesté, mais j'ai quand même retesté une bonne partie. Et jusqu'à présent, j'ai pas eu de mauvaise surprise à part sur Mega Drive, mais j'ai réussi finalement à les refaire fonctionner. J'ai utilisé les techniques que les abonnés m'ont données. Globalement, ça a fonctionné. Certains ont eu des surprises sur Paprium qui est tout récent. Bon, là c'est encore autre chose. Mais pour des vieux jeux Mega Drive, j'ai eu quelques soucis avec des Electronic Arts que j'ai pu refaire fonctionner par la suite. En Super Nintendo, j'ai quelques soucis au moment où j'insère. Mais après, il suffit que je bouge un peu la cartouche et généralement ça fonctionne. N64, franchement, jusqu'à présent, ça a fonctionné nickel. Game Boy Advance, jusqu'à présent, ça fonctionne nickel. Par contre, j'ai des cartouches Nintendo DS qui ne fonctionnent plus. En particulier 2 Pokémon. Comment je l'ai su? Parce que mon fils a pris les Pokémon, il m'a dit je veux y jouer, et paf, ça ne fonctionne plus. J'ai pas testé les jeux PS1 dans leur globalité, mais les jeux PS1, je sais qu'il y a des gros soucis. Bref, on arrive au sujet de la vidéo quand même. Les gars, on le sait, on achète du matos, parfois très cher. Excessivement cher pour de la Neo Geo, Super Nintendo, Super Famicom, Mega Drive, etc. Et on sait que ça va tomber en rade, à un moment ou à un autre. Et du coup, les questions de mes potes, c'est souvent, bah ouais, mais si tu sais que ça va tomber en rade, tu sais que c'est éphémère, pourquoi t'achètes? Mais j'ai envie de leur répondre quand même. J'ai des réponses à cette vidéo, évidemment. J'ai envie de leur répondre quand même que, bah aussi, ils achètent une télé. Pourtant, ils savent qu'il y aura une obsolescence programmée. Ils achètent du matériel électronique, téléphone, etc. Ils savent qu'à un moment donné, il va tomber en rade. Bon, évidemment, à ça, ils me rétorquent, et à juste titre, que bah, c'est pas grave, à tomber en rade, ils en prennent une autre. Mais là, le problème, c'est que c'est pas une télé ou un objet, c'est une quantité assez importante d'objets. Donc, moi, je pars du principe, et c'est propre à Fouini, que cette collection, bon, ça fait longtemps qu'elle dure dans le temps, elle va pas tomber en rade de one shot. Hein. Ça va pas être tout d'un coup, pouf, plus rien fonctionne. C'est au compte-goutte, petit à petit, il y aura un jeu qui ne fonctionnera plus. Mais vu que je rachète aussi sur les consoles récentes, c'est-à-dire que moi, ma collection, elle va du Vectrex jusqu'à la Switch. Donc évidemment, il y a toute une ribambelle de consoles qui vont pas s'éteindre du jour au lendemain. Mais petit à petit, c'est possible qu'il y ait ponctuellement
des jeux qui vont me lâcher. Ça c'est une réalité. Bon, c'est juste pour vous dire que ça va pas être une épée Damoclès au-dessus de votre tête d'un coup comme ça, bim. Mais on ne sait pas quand ça va arriver. Peut-être ça n'arrivera pas. Peut-être le jeu il va réussir à perdurer pendant 50 ans. Moi, je m'adapte au Vectrex, par exemple. Le Vectrex, il fonctionne toujours. Les cartouches, je les ai essayées et elles fonctionnent toujours. Donc, je me dis, il y a de fortes chances que les jeux Super Nintendo, Mega Drive, etc. durent encore dans le temps. Et je dirais même plus, ils ont beaucoup plus de chances de durer dans le temps que les formats CD, pour moi. Il y a beaucoup de jeux PS1 qui ont lâché beaucoup de mes potes. En soi, c'est pas forcément une surprise. Et je dirais même que dans le format CD, il y a eu une mode à un moment donné. Je ne sais pas si vous l'avez vécu cette mode. C'est quand on achetait un CD, on regardait, on voyait qu'il était rayé. On se dit c'est pas grave, on va le resurfacer, on va aller dans les caches pour et après on voit qu'il est beaucoup moins rayé. Le problème, c'est que c'est un peu du camouflage. C'est-à-dire que camouflage visuel, mais surtout un cache-misère et qui peut engendrer un dysfonctionnement futur. Donc en fait, resurfacer un CD, peut-être ça la répare entre guillemets ponctuellement, mais derrière il peut y avoir des soucis. Donc moi j'ai vite arrêté en me disant tant pis, s'il est un peu rayé mais qui fonctionne, ça me va. Je ne vais pas reprendre un risque de dénaturer l'objet initial en fait. Donc ça je l'ai arrêté il y a assez longtemps en fait finalement. Donc, est-ce que Fouini est conscient que ces jeux vont mourir? Oui, évidemment. Par contre, ce qui est essentiel, c'est qu'on ne sait pas quand. Donc on profite, on kiffe. Moi, j'achète pas un jeu, j'achète pas une console en me disant elle vaut 100 euros, elle vaudra 335 euros dans 10 ans. J'achète pas une console en me disant là, elle fonctionne nickel, peut-être dans 3 ans, 5 ans, ça ne fonctionnera plus. Parce que si je me pose ces questions, ça va dénaturer un peu ma passion. C'est comme si on se pose la question quand est-ce qu'on va tomber malade, quand est-ce qu'on va... On ne vivra pas la même vie. On sera toujours un peu frustré, un peu anxieux, etc. Donc moi, je fais radicalement abstraction du fait que tout ça peut, à un moment donné, s'arrêter, ou que les jeux peuvent ne plus fonctionner, ou les consoles ne plus marcher. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai rencontré des galères avec mes consoles et jeux vidéo? Oui. J'ai installé un setup que vous verrez, un setup où je mets les consoles et j'essaie de les rendre fonctionnelles dans les meilleures conditions. Donc j'ai mis plusieurs moniteurs. J'ai branché par exemple la Super Nintendo sur un moniteur, la Mega Drive sur un autre, pour que ça soit direct un switch. Si on veut jouer aux deux jeux simultanément, on peut. Et en fait, en installant mes NES, en installant une NES, j'appuie, ça s'allume, paf, ça grille. Je prends mon autre NES qui est dans mon Action 7, même chose. Donc finalement, j'ai grillé mes NES. Après, on a connaissance de ça. On sait que quand les hardware ne fonctionnent pas pendant X temps, et en particulier la NES, il y a de forts risques. Je pense pas que ça soit dramatique. Je vais les passer au frangin pour qu'il analyse ça, ou au pire à Papa Naufel, s'il sait gérer la NES. Et je vais essayer de les réparer. J'ai pas envie d'en acheter une autre. J'en ai en boîte, j'ai un Action 7, j'ai un pack avec le Dr Mario, etc. J'ai du matos, j'ai envie de profiter de ce matos. Bon, c'est un exemple pour vous illustrer que, bah, vous voyez, ils m'ont lâché. Ils m'ont lâché radicalement. Bon, là, c'est un peu frustrant parce que l'idée, c'était de faire des vidéos sur la NES. Bon, c'est tombé à l'eau. C'est pas dramatique en soi, parce que au pire des cas, j'en trouve une autre NES. En loose, ça fera largement le café pour switcher dans mon pack, en fait. Le loose, c'est pas ce qu'il y a le plus compliqué à choper, en tout cas. J'aurais défoncé mon pack ou perdu mon pack carton, parce qu'on va y venir à ça. J'aurais été beaucoup plus frustré, parce que choper un pack en excellent état, c'est beaucoup plus complexe aujourd'hui. Donc, ma NES m'a lâché, et ça fait partie du jeu. Les jeux Pokémon DS et certainement d'autres jeux, parce qu'il y a eu le Mario 64 testé, avéré, sur DS, qui m'a lâché, et 2 Pokémon. Après, j'ai pas tout testé. J'ai testé les Dragon Quest, ils fonctionnaient, mais j'ai pas tout testé. Je me voyais pas tester chacun de mes jeux DS, même si j'en ai pas 100. J'ai dit tant pis, c'est pas grave, j'accepte. En fait, j'accepte que des choses tombent en panne et que j'essaie de les réparer, ou de les switcher.
Ça fait partie aussi, c'est comme un mec qui va acheter des bornes d'arcade ou des flippers, il est 100% conscient que ça va tomber en rade et qu'il va devoir avoir la main, j'allais dire, avoir le talent pour réparer. Moi, c'est pour ça que j'achète pas de flipper. J'ai pas ce talent-là. Je sais pas réparer, ça va tomber en rade souvent. Je serai obligé d'appeler du monde à chaque fois, c'est un cauchemar. Une borne d'arcade, c'est un peu ça aussi. Un peu moins sujet, mais c'est l'est quand même. Donc, quand on est conscient de ces choses-là, on essaie d'avoir une ligne de conduite pour soit éviter ces difficultés et de prendre une trajectoire qui est plus propice à notre parcours, soit on a des connaissances qui nous permettent de réparer au besoin. Si un téléviseur me lâche, parce qu'il y a des télés cathodiques qui lâchent, hein, ça arrive souvent, paf, ça crame, perso, moi j'en ai déjà vu, hein. Et ben je me dis c'est pas un drame, bah, je le switch. D'ailleurs des PVM j'en ai gardé. J'en ai déjà j'en ai mis de côté pour quelques poteaux, donc si Carlos tu passes par là, tu sais que ton PVM est de côté. Peut-être ça sera au Pixel Day quand on va faire la transaction. Il y a même de fortes chances. Il y a aussi un abonné qui m'avait contacté pour un PVM, alors je ne l'ai pas relancé, mais j'en ai mis un de côté aussi. Mais j'en ai aussi gardé pour moi, parce que si ça tombe en rade, au moins je peux switcher. Voilà, bon, ça c'est une aparté. Mais au pire des cas, je me chope une télé grand public, Sony Trinitron, ça vaut rien, et ça fait le café largement. Donc, pour cette réflexion de ça va tomber en panne, j'en suis conscient, mais je me fixe pas d'ultimatum, ça rentre pas dans ma tête en fait. Ça c'est essentiel quand tu collectionnes. Maintenant, il y a eu une question récemment très intéressante, extrêmement pertinente que je veux développer. Et je dirais même que c'est le vrai débat de cette vidéo. Donc là, si vous regardez la vidéo depuis 10 minutes, dites-vous que c'est là que ça va commencer les gars. Donc on se pose et on écoute. On écoute Fouini les gars. Il m'a dit, imaginons, alors on va être dans l'utopie. Hein. L'utopie un peu envisageable. Imaginons que tous les jeux ne fonctionnent plus. Mega Drive, SNES, on arrive à une période, je sais pas, 2050, 2070, j'en sais rien, moi je serai peut-être plus là, mais imaginons. Les jeux ne fonctionnent plus. Ça y est, on a beau les mettre, ça y est, ils sont dead. Est-ce que il y aura encore ce concept de collection? Est-ce que les gens garderont leurs jeux malgré que ça ne fonctionne pas? Et moi j'ai une réponse à apporter à ça. J'ai gambergé. Je gamberge de temps en temps. Fouini gamberge de temps en temps. Je me suis rendu compte, en discutant avec beaucoup de collectionneurs, je ne vous cache pas que ma chaîne, elle est quand même orientée collection, quoi qu'on dise. On parle de jeux vidéo, on parle de jeux, on parle de plein de choses, mais il y a quand même un fil conducteur qui est la collection. Du coup, les abonnés qui viennent y graviter, ils sont aussi un peu indirectement dans la collection. Ou ils aiment ça, même s'ils n'ont pas de collection personnelle. Bon, voilà. On est d'accord que dans mon entourage, j'ai pu constater que beaucoup, mais vraiment beaucoup, collectionnaient sans forcément énormément jouer. C'était vraiment la collection, je cherche la perle rare, je l'achète, je la mets bien sur mon étagère, ça y est, hop, éventuellement de temps en temps je la change de place, mais voilà, c'est ça. Beaucoup ne testent même pas leur jeu à la réception. Évidemment, je ne généralise pas tout le monde, je préfère le préciser quand même. Ce qui veut dire que dans leur état d'esprit, dans leur esprit du moment en tout cas, c'est un objet et pas un jeu vidéo. Et ça, c'est une nuance quand même essentielle pour apporter une réponse à la question posée. C'est que eux, ils voient déjà ça comme un objet et pas un jeu vidéo. Donc, qu'il fonctionne ou pas, c'est uniquement psychologique pour eux. C'est-à-dire, s'il fonctionne, là, ils sont contents, il fonctionne, mon jeu fonctionne. Mais ça ne changera pas la fonctionnalité de cette personne qui restera sur une étagère. Ce jeu restera sur une étagère. S'il ne fonctionne pas et qu'il n'est pas au courant, vu qu'il ne va pas le tester, ça ne va pas changer aussi son état d'esprit. Vous comprenez? Donc, pour beaucoup, c'est plus l'objet que le jeu vidéo. Évidemment, il y a aussi une grosse partie de la populace pour lesquels c'est un combo des deux. Le jeu vidéo qui est bien, le jeu vidéo auquel je joue, et que je collectionne dans un très bon état. Pour cette partie de la population, là, ça va être frustrant de se dire bah, mon jeu ne fonctionne plus.
c'est un objet de collection, mais ça reste un jeu vidéo, ça me saoule, il fonctionne plus, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai gambergé et je me suis dit, on le sait aujourd'hui, on le sait, ce qui coûte le plus cher, c'est la boîte. Je prends n'importe quel jeu de mon étagère, plus le jeu va être, on va dire, une fourchette de prix haute, plus le différentiel entre la cartouche et la boîte sera important. Moins le prix sera élevé, moins ce sera le cas. Par exemple, un Mario World, un Super Mario World sur Super Nintendo, imaginons ça vaut 150 balles aujourd'hui. Bah, sur 150 balles, la cartouche de Mario World, c'est peut-être 30 ou 40 balles. Donc ça veut dire que la boîte notice, c'est 110 balles. Si je prends un Aladdin sur Mega Drive, la cartouche seule, c'est peut-être 15 balles, et le jeu en complet, c'est peut-être 30 balles. Donc ça veut dire qu'il y a 15 balles pour la boîte. Donc le différentiel est beaucoup moins important. Si par contre, à côté de ça, je vous prends un... allez, on va prendre un exemple tout bête que j'ai eu récemment, un Turtle in Time. Turtle in Time en loose, 50 balles, on va dire. 50 balles. Turtle in Time en boîte et à mint, 600 balles. Ça veut dire que c'est 550 € la boîte notice FH et 50 € la cartouche. Donc là, il y a un rapport de x10. Et évidemment, on peut imaginer des rapports beaucoup plus importants sur du Game Boy, par exemple. Sur le Game Boy où la cartouche est encore beaucoup moins chère, mais la boîte encore plus chère. Un Turtle 3, un Metroid 2 FH que je possède, j'ai pas la boîte. En fait, la boîte, c'est 1500 €. 1500 €. La cartouche, c'est peut-être 100 €. Donc, où je veux en venir? Fouini, il veut en venir où là? Il veut en venir que le prix est associé, certes, à l'objet dans sa globalité, mais principalement au packaging, à l'objet plus que le jeu vidéo. Donc, il est presque évident que même si les jeux ne fonctionnent plus, les gens continueront de collectionner l'objet. C'est un tableau, c'est un vase, c'est quelque chose d'inerte pour trop de personnes. Ah les gars, c'est ouf, on a eu une coupure. Au moment où j'étais en train de dire qu'ils voyaient ça comme un objet inerte, le téléphone il s'est éteint. Il avait 90% de batterie. J'ai dit what? Qu'est-ce qui se passe? Je venais parler d'obsolescence programmée, mon téléphone il est dead pendant cette vidéo. J'y ai cru, hein. Je suis descendu, j'ai essayé de le brancher, ça faisait rien. C'est-à-dire entre vous, pour vous, ça a duré une fraction de seconde. Pour moi, là, il y a 20 minutes de passé, les gars. Ouf, en fait, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Bref, revenons à notre discussion. J'étais en train d'expliquer que pour eux, c'est un objet. C'est-à-dire que, attention, je ne vais pas faire de jugement dans cette vidéo. Juste une constatation. Et j'ai fait quand même des vide-greniers, des brocantes, la pixel, des choses comme ça, en fait. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui achetaient du Super Nintendo, du Mega Drive, etc. Mais ils ne connaissaient pas, en fait. Hein, je leur parlais de Final Fantasy VI, etc. On rentrait un peu dans le, on va dire, dans le cœur de la Super Nintendo. Hein. Ou même Street Fighter, Blanca, etc. Que dalle, ils ne savent pas ce que c'est, en fait. Mais ils achètent. Alors, plusieurs alternatives. Soit il y a l'aspect spéculation, etc. Scalping, peut-être, hein, c'est un business pour eux. Soit, effectivement, ils veulent collectionner, mais ça reste qu'un objet, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas envie de s'y intéresser. Souvent, on va dire, c'est la génération qui n'a pas forcément connu ces jeux à l'époque, mais qui veulent collectionner, qui collectionnent du récent, Wii U, et ils veulent quand même de la Super Nintendo. Moi, je ne juge pas, hein, ils font ce qu'ils veulent, évidemment. Il y en a à qui ça fout le seum. Il y en a qui sont pro Super Nintendo, ils connaissent les jeux dans le détail, bidule fouette. Et ils voient eux qui arrivent, qui squattent tout, ça leur met le seum intersidéral. Moi, je m'en fous, perso, voilà. Mais, c'est juste pour illustrer ma vidéo, pour dire que pour eux, ça reste qu'un objet. Et ils sont quand même, franchement, relativement nombreux. J'ai pas de statistiques, je peux pas dire il y a 50% comme ça, 50% comme ça, mais de ce que j'ai pu voir, il y en a quand même beaucoup qui sont collection en tant qu'objet, et il y en a quand même beaucoup qui sont collection en tant qu'objet et jeux vidéo, le combo des deux. Donc, ces personnes-là, ils continueront de collectionner quoi qu'il arrive. Donc, le packaging va continuer à
perdurer dans le temps. Donc ils vont essayer de prendre soin du packaging. Par contre, ça, ils font le taf. Ils jouent pas au jeu, mais ils vont prendre soin de l'objet. Hein, le chouchouter, éviter le soleil, le mettre dans un coin, le mettre en valeur, etc. Les autres qui s'intéressent aux jeux vidéo et à l'objet, hein, le combo des deux, essayeront de trouver des alternatives type bah, je remplace la cassette, elle ne fonctionne plus. Toutes les cassettes ne vont pas s'éteindre simultanément. Il y en a peut-être une, je sais pas, par exemple, Donkey Kong Country sur SNES, il y en a peut-être déjà qui se sont éteintes. Moi j'ai un Mario Kart sur Super Nintendo qui était mort. Voilà, on a beau tout essayer, et la cartouche elle était morte. Et bah, il y en a plein d'autres Mario Kart qui fonctionnent encore. Donc en fait, l'obsolescence, comme elle n'est pas régularisée, elle peut intervenir peut-être une décennie après, 2 décennies après. Donc on pourrait, dans le vivier des jeux restants, racheter les cartouches nécessaires. C'est plus facile de racheter les cartouches que d'acheter l'objet au complet. Pour les CD, c'est un peu plus complexe, parce que les CD, je trouve que ça s'éteint un peu plus facilement. Je ne vous cache pas que j'achète de moins en moins de CD. Voilà, peut-être là je vais me remettre à la Saturn pour une question de nostalgie, mais j'avoue que c'est vrai que généralement mes achats sont plutôt des achats orientés autour de la cassette, de la cartouche. Je trouve que c'est rapide, efficace, on joue. C'est plus pour une question d'ergonomie, de simplicité. Mais quand même, il y a quand même cette petite crainte, cette petite inquiétude de se dire les CD c'est encore un peu plus fragile. Il y a le concept des rayures, il peut fonctionner au début, mais la fin du jeu peut bugger. Ça arrive très souvent, ça m'est déjà arrivé à l'époque où le CD était tout frais. Donc aujourd'hui, encore plus, parce que moi j'ai cette réflexion-là. Comme je l'ai déjà dit, il y en a beaucoup qui ne se la posent pas. Donc la question, est-ce que l'obsolescence va empêcher les collectionneurs de collectionner? La réponse est non. Je peux vous le dire, ils s'acharnent dans tous les cas. Est-ce que moi, Fouini, ça va m'empêcher de collectionner? Pas à court terme, c'est-à-dire quand j'achète, j'y pense pas. Et je force mon esprit à ne pas y penser, parce que sinon, c'est un frein indirectement. Donc moi, j'achète, je ne me dis pas que ça va tomber en panne dans quelques mois ou dans quelques années. Par contre, c'est quelque chose auquel je pense. C'est quelque chose où petit à petit, j'essaie de tester toute ma cam. D'ailleurs, si à un moment donné, j'ai upgradé un packaging, je teste la cartouche du jeu que je possède et celle qui vient d'arriver. Si par malheur, ma cartouche ne fonctionne pas, eh ben, je suis conscient que je ne mets pas l'objet en vente. Ou alors je mets que le packaging en vente. Ou alors je mets le tout en précisant que la cartouche ne fonctionne pas. Ça, c'est quelque chose auquel j'attache beaucoup d'importance. Essayer de ne pas truander la personne qui est en face, ça c'est essentiel. Maintenant, au sein de ma collection, petit à petit, je prends le temps de tester les choses. Ce setup-là va être aussi l'occasion de tester. Petit à petit, tester mes jeux. Mega Drive, j'avoue que j'ai testé beaucoup de jeux. Franchement, la Mega Drive, c'est une console à laquelle je reviens assez souvent. Mega Drive, Neo Geo, Super Nintendo, Super Famicom, ça, j'y reviens assez souvent, mais j'ai pas tout testé. NES, là, j'ai pas tout testé. C'est normal, mes consoles sont dead. Master System non plus. Mais j'avoue que dans un coin de ma tête, je me pose la question sur toute ma collection, quel est le pourcentage de jeux qui ne fonctionnent plus aujourd'hui? CD et cartouches réunis. Voilà, moi personnellement, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Comme je vous ai dit, je ne vis pas avec cette crainte, heureusement. Je ne vis pas ma passion, je veux dire, avec cette crainte. J'aimerais maintenant avoir votre retour à vous. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait mal au bide, vous fait tellement stressé que vous dites je me lance même pas dans la collection, parce que collectionner des jeux qui vont s'éteindre, ça sert à quoi? Et tous les objets de la Terre entière électroniques finiront par s'éteindre, il faut en être conscient quand même de ça. Est-ce que ça se répare? C'est très compliqué, extrêmement complexe. Évidemment, il y a aussi des cartes mode, il y a tout un tralala en circulation qui pourront faire office d'eux. On a l'objet original qui ne fonctionne plus, mais on a le carte mode qui fonctionne. Ça serait une considération quand même assez spéciale, hein, si on en arrive là en tout cas. Mais on ne va pas en arriver là. Je pense que la technologie aussi avance. Il y aura peut-être un moyen de réparer les choses. On ne sait pas, on ne connaît pas le devenir. Et c'est ça qui est important. Parce que si on savait ce qui va se passer, on ne vivrait pas de la même façon, les gars. Donc pour vivre pleinement,
Faut pas trop se poser ce genre de questions. Il faut que ça reste dans un coin de sa tête. Il faut qu'on teste les choses, qu'on prenne soin de notre collection. Si on fait une collection, c'est pas pour la laisser mourir dans un coin. Vous savez, pendant des années, j'étais frustré parce que c'était dans des cartons, dans des placards. Il y avait une grosse frustration. Parce que c'est incompatible, collection, et complètement rangé dans un coin. Au fond de nous, à ceux que ça arrive, il y en a peut-être qui vont passer par ces images, qui vont se dire, moi j'ai une collection, mais je ne peux pas l'exposer. Et ben, en soi, vous avez quand même peut-être une échéance à vous dire, bientôt je vais construire ma pièce, je vais agrandir, il faut avoir cette projection, parce que sinon on le vit mal quand même indirectement. Moi, je suis partisan du fait de me dire que ma collection, elle m'est propre. Ma collection, c'est quelque chose que j'ai acheté à l'époque, pour beaucoup. Je dirais, allez, Day One, je suis pas loin de 80%. Voilà, ma collection, c'est quasiment 80% Day One. Alors évidemment, quand je dis Day One, c'est à l'époque de la GameCube, à l'époque de la Wii, à l'époque de la Wii U, etc. Aujourd'hui, je rachète de temps en temps des jeux. C'est à peu près 20%. À peu près. Donc il y a aussi la nostalgie de l'achat. Il y a la nostalgie du... Donc oui, l'objet, il est important. Je ne suis pas en train de dire je m'en fous du packaging. Au contraire, dans la collection, on veut le packaging. Moi, c'est quand même la complétude qui m'intéresse. Il faut que le jeu fonctionne. Donc, la question que je vous pose, c'est dans quelle case vous vous positionnez? Et où en êtes-vous par rapport à cette réflexion? Si ça ne fonctionne plus, est-ce que vous gardez l'objet? Ou est-ce que vous vendez? Est-ce que vous vendez le packaging? Est-ce que vous vendez tout? Est-ce que vous avez peur et vous ne faites rien? J'aimerais avoir votre ressentiment à ce sujet. C'est quelque chose d'intéressant, je trouve. Parce que c'est quand même une place importante dans notre passion, la collection, en tout cas ceux qui me suivent. Dernière partie de cette vidéo, la Switch. J'en parle beaucoup en ce moment. Je dis c'est l'avenir du collectionneur, ce qui est une réalité. La console quasiment la plus vendue de tous les temps. La console sur laquelle on a tellement de choses. Je ne vais pas revenir encore dessus. Mais ce sont des cartouches. Est-ce que ce sont des cartouches à l'image de ce qu'on peut voir sur DS, 3DS, pour lesquels on a cette obsolescence? Peut-être, je ne sais pas. C'est possible. Mais on a d'autres facteurs gênants. Téléchargement, le jeu n'est pas complet sur la cartouche, etc. Donc oui, en termes de collection, il y a des grosses perturbations qui gravitent autour de la Switch. Mais globalement, il y a quand même de quoi faire sur Switch. Donc est-ce que j'ai peur quand j'achète du jeu Switch? Je vous le dis tout de suite, la réponse est non, sans aucune hésitation, les gars. J'attends votre retour avec impatience. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.